L'abbaye Saint-Arnoul se situe sur l'extrémité nord-ouest de l'éperon de Crépy en Valois. Initialement créée en tant que collégiale au milieu du Xe siècle, elle fut confiée à des moines bénédictins vers 1008 par le comte de Crépy, Gauthier II le Blanc, et sa femme Adèle en remplacement des chanoines de la collégiale qui menaient alors une vie déréglée. À cette occasion, les bâtiments de la collégiale furent complètement reconstruits et ils devinrent ceux d'une abbaye bénédictine. De façon simultanée, le comte de Crépy ordonna la reconstruction complète du château de Crépy, situé plus au sud sur l'éperon rocheux. Richement doté lors de sa création par Gauthier le Blanc, qui lui céda ses droits immobiliers sur le bourg naissant de Crépy, l'abbaye fit partie d'une zone de la ville naissante réservée au comte de Crépy et au clergé. On peut considérer que Crépy naquit à cette occasion. En 1077, le comte Simon de Crépy quitta le siècle et il fit don de l'abbaye à l'ordre de Cluny. Celle-ci restera clunisienne jusqu'à la Révolution. Pendant près de 8 siècles, l'abbaye Saint-Arnoul assura ses fonctions monastiques, subissant de nombreuses vicissitudes, dont les plus notables sont la guerre de 100 ans et la gestion calamiteuse des bâtiments par quelques prieurs indélicats. Mais les bâtiments de l'abbaye subirent principalement 2 événements catastrophiques majeurs. Pendant la Révolution, en 1790, l'abbaye fut vendue comme bien national et une grande partie des bâtiments fut livrée à la destruction. Puis, en 1964, la ville de Crépy, désireuse de récupérer ce qui restait de l'abbaye, fit exécuter des travaux sans la surveillance archéologique des monuments historiques ou d'un archéologue qualifié. Pendant ces travaux, l'utilisation de la pelleteuse mécanique résulta en une disparition d'un très grand nombre de contextes archéologiques qui nous empêchent de connaître aujourd'hui la constitution détaillée de l'ensemble monastique. Cet événement suscita la création d'une association de sauvegarde et de restauration de l'abbaye et donna le départ à une série de fouilles archéologiques que nous évoquerons ultérieurement. Aujourd'hui, à l'exception d'une partie restaurée des bâtiments conventuels, il ne reste plus grand-chose en élévation de l'abbaye. On estime en effet que 80% des bâtiments ont été détruits. Afin de faciliter la compréhension du site monastique, nous débuterons donc cette présentation par une description globale de l'abbaye telle qu'elle se présentait en état de fonctionnement. Nous nous appuierons sur les vestiges observables de nos jours, ainsi que sur les écrits et les gravures qui nous sont parvenus. L'église sans transept, dont il ne reste que le mur gouttereau nord, s'étendait sur une longueur totale de 70 mètres environ, pour une largeur de 18 mètres 50. Avec ses 46 mètres de long, la nef était pourvue de 8 travées et elle était dotée de 2 collatéraux de 4 mètres 50 de large, ce qui lui conférait une architecture de type basilical. Plus à l'est, le chevet de l'église a presque entièrement disparu. Il ne reste en effet que le mur occidental d'une crypte datant de la fin du XIe siècle qui montre une magnifique colonnade à chapiteaux. Cette crypte, d'environ 25 mètres sur 17, selon Carlier, située sous le chœur de l'église, servit de nécropole à la famille des comtes de Crépy. Commencée par Gauthier II le Blanc, la construction de l'église dura 60 ans et elle fut terminée par Hugues le Grand, le frère du roi de France Philippe Ier, qui fit bâtir la crypte ainsi que les 2 tours-clochers au niveau de la 8e travée de la nef. Cette disposition, en chevet harmonique, ressemblait probablement à celle de l'église de Morienval à proximité de Crépy. Du côté occidental, la façade, encadrée de 2 tourelles latérales en encorbellement, comportait une grande rosace centrale bien visible sur une gravure du XVIIIe siècle. Ainsi parée, l'église priorale possédait des caractéristiques dimensionnelles et architecturales peu communes pour une abbaye érigée au XIe siècle. Situés au nord de l'église, les bâtiments conventuels s'organisaient autour d'un cloître à galeries voûtées d'ogives. Ils occupaient un espace en quasi-quadrilatère, relativement restreint, compris entre l'église et l'escarpement de l'éperon rocheux. Au rez-de-chaussée de cet ensemble, côté est, il reste actuellement une aile très restaurée, dirigée selon un axe nord-sud. Cette aile se raccordait au mur gouttereau nord de l'église, au tiers de sa longueur environ, en partant de l'est. Elle comportait 3 salles voûtées d'ogives. La salle capitulaire, la plus grande, de dimension 16 mètres sur 10 mètres, était dotée de 2 piles centrales pour la retombée d'ogives. Dans cette salle, le chapitre se tenait quotidiennement. Les 2 autres salles, plus au nord et plus petites, ne présentaient qu'un seul pilier central pour les ogives.
Elles sont dénommées respectivement le parloir, dont la fonction est évidente, et le chauffoir, qui comporte les vestiges d'une cheminée et d'un escalier probablement moderne d'accès au sous-sol. Seuls la salle capitulaire et le parloir étaient ouverts sur la galerie orientale du cloître. Au premier étage, au-dessus de la salle capitulaire, se situait le dortoir des moines, ainsi que la chambre du prieur. Une riche bibliothèque, dont on estime le nombre de volumes à environ 3000, occupait une partie de ce niveau. Au second étage se trouvait un grenier à avoine. Sur l'aile nord, les bâtiments conventuels s'étendaient le long des remparts de la ville sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, le réfectoire, et au sous-sol, le cellier accessible actuellement par l'escalier du chauffoir, et plus à l'ouest, au même niveau, la salle du four. Ces 2 dernières salles voûtées communiquaient entre elles. Elles étaient dotées de piliers remarquables de type palmier pour recueillir les retombées d'ogives. Ces voûtes et leurs piliers servaient en fait de fondation au rez-de-chaussée de l'aile nord, qui était bâti de façon audacieuse au-delà du bord de l'escarpement. De la salle du four, on pouvait rejoindre les carrières desquelles étaient extraites les pierres ayant servi à construire et faire évoluer les bâtiments de l'abbaye. Au passage, on comprend pourquoi au XVIIIe siècle, un rude conflit judiciaire opposa les Clunisiens aux sœurs Ursulines, leurs voisines proches, qui se servirent sans autorisation des carrières du domaine de l'abbaye pour rénover les remparts nord-ouest de Crépy dont elles avaient la charge. L'aile ouest des bâtiments comprenait l'hôtellerie et l'infirmerie. Plus au sud-ouest, un logis prioral appelé la Maison Corrandon fut édifié au milieu du XVIe siècle. En 1759, le logis prioral fut déplacé dans une maison bâtie dans le périmètre des bâtiments claustraux, en même temps que fut construit un nouveau portail, tous deux visibles encore aujourd'hui. Enfin, au pied de l'escarpement, dans la vallée du Rue des Taillandiers, l'abbaye Saint-Arnoul était dotée d'un vivier encore nettement visible. Saint-Arnoul, à l'origine de la fondation de l'abbaye éponyme de Crépy-en-Valois, a vécu à l'époque du Haut Moyen-Âge, entre 500 et 550 de notre ère. Il ne faut pas le confondre avec Saint-Arnoul de Metz, qui vécut ultérieurement entre 580 et 650. Saint-Arnoul qui nous intéresse est un franc de la région des Ardennes. Il aurait été élevé à la cour de Clovis, à Reims, où il fut remarqué par Saint Rémy. Il épousa une certaine Scariberge, une nièce du roi des Francs. Pendant un temps, Arnoul occupa la fonction d'évêque intérimaire de la ville de Tours. Puis, il entreprit des missions représentant l'Église en Europe du Sud et au Moyen-Orient. Il y combattit l'arianisme. En 535, retournant à Reims pour les funérailles de Saint Rémy, il y fut assassiné par l'un de ses domestiques. Scariberge, accomplissant le vœu de son époux, décida le transfert du corps d'Arnoul vers la ville de Tours. Traversant la forêt d'Yvelines, le convoi funèbre fut arrêté car les porteurs ne pouvaient plus soulever un fardeau qui était subitement devenu très lourd. Scariberge décida de faire enterrer son époux sur le lieu même. Considéré par l'Église comme un martyr, Arnoul fut canonisé sous le nom de Saint-Arnoul d'Yvelines. La ville de Saint-Arnoul en Yvelines fut fondée à l'occasion de cet événement. Longtemps, les restes de Saint-Arnoul et de sa femme Scariberge furent conservés dans une crypte de l'église locale qui devint un prieuré bénédictin. Vers le milieu du Xe siècle, soit 4 siècles après la mort de Saint-Arnoul, Constance, un prêtre originaire de Vèze, ayant gagné la confiance des chanoines de l'église de Saint-Arnoul en Yvelines, profitant de leur sommeil, déroba une partie des reliques du saint. De retour dans le Valois, Constance déposa les reliques d'abord à Roquemont, puis à Vèze, où elles opérèrent des miracles. Le jeune comte Raoul II de Crépy, ayant eu vent de ces faits, obtint du prêtre la concession de ces reliques. Selon les textes bollandistes, Raoul II fit déposer les reliques dans une chapelle au coin de son château. Cette information est à la fois claire et obscure, car les interprétations des historiens sont divergentes. Où se situait réellement le château de Raoul II de Crépy vers le milieu du Xe siècle? Comment se présentait-il? Où était la chapelle castrale? Raoul II créa une collégiale dont les chanoines furent chargés de veiller sur les reliques et de procéder à leur ostension selon un calendrier préétabli. En 943, Raoul II de Crépy mourut, jeune au combat, à l'âge de 19 ans, en n'ayant probablement pas eu le temps d'engendrer un héritier.
Gauthier Ier, que l'on considère aujourd'hui comme son frère, lui succéda. Gauthier II le Blanc, le fils de ce dernier, et sa femme Adèle supprimèrent le chapitre de chanoine qui, d'évidence, s'adonnait aux mœurs d'une vie laïque. En 1008, il fonda en remplacement une abbaye bénédictine pour placer les reliques de saint Arnoul dans une châsse exposée en un endroit apparent d'une nouvelle église construite à cette occasion. L'abbaye fut dédiée à saint Arnoul. Le roi Robert II le Pieux, fils d'Hugues Capet, approuva la fondation de cette nouvelle abbaye bénédictine. Gauthier le Blanc plaça à la tête de celle-ci un moine du monastère Briard de Rebais, dénommé Girard ou Gérard, à forte personnalité, qui était originaire de Chartres. La formation de Girard avait été assurée par un certain Herbert, un juif converti, qui avait lui-même suivi les leçons de philosophie de Gerbert d'Aurillac, un érudit qui devint le pape de l'an 1000. Girard s'acquitta fort bien de cette tâche. La réputation de l'abbaye qu'il dirigeait grandit à tel point qu'en 1027, Richard, le duc de Normandie, obtint qu'il quitte Crépy pour réformer l'abbaye de Saint-Vendrille. Il y mourut assassiné en 1031 et il fut canonisé comme martyr de la règle de Saint-Benoît. Leslin lui succéda. Celui-ci était un homme qui respectait strictement les règles monastiques. Robert II le Pieux s'intéressa à lui au point de lui rendre visite chaque année et de discuter de théologie avec ce dernier. Leslin écrivit en vers une vie de saint Arnoul composée de 4 livres et, selon Elgaud de Fleury, il écrivit également un récit de la translation des reliques de saint Arnoul. Comme Robert le Pieux et le premier abbé Girard, Leslin mourut en 1031. Hugues, probablement un moine de saint Arnoul, succéda à Leslin. Il fut prieur de l'abbaye pendant environ 35 ans, de 1031 à 1065. Ses rapports avec la monarchie capétienne furent excellents, puisqu'il assista en 1059 au sacre de Philippe Ier. Le nom du 4e prieur ne nous est pas connu avec certitude. À cette époque, la situation de l'abbaye semble confuse jusque vers le début de 1077, où Simon, le comte de Crépy, changea la destinée de l'abbaye bénédictine. Simon de Crépy était le fils du comte Raoul IV, qui avait construit par les armes et les alliances un comté comparable en surface au royaume de France, et dont la position géographique pouvait se présenter comme une menace pour les Capétiens. Orphelin de mère très jeune, Simon fut élevé à la cour de Normandie par une parente, la duchesse Mathilde de Flandre, femme de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. À bonne école, intrépide, il s'y distingua dans l'art de la chevalerie. En 1072, Gauthier, son frère aîné, meurt au combat près de Reims. Simon devint alors l'héritier de Raoul IV. Du temps où son père partagea la vie d'Anne de Kiev, la reine douairière veuve d'Henri Ier, il noua des liens d'amitié avec le futur roi Philippe Ier, dont il devint presque un frère aîné. En 1074, Raoul IV de Crépy mourut excommunié du fait qu'il s'était emparé par usurpation de la ville de Montdidier, dans laquelle il se fit enterrer. Simon consulta le pape Grégoire VII pour que celui-ci définisse la conduite à tenir en de telles circonstances. Le pape répondit qu'il fallait enlever le corps de Raoul IV de la ville de Montdidier et le faire transférer dans une ville qui lui appartenait de droit. Philippe Ier crut alors propice de prendre les armes contre Simon, le nouveau comte de Crépy, pour récupérer les terres du Valois, pensant que la jeunesse en ferait un adversaire facile. Une guerre violente et longue s'engagea entre les deux parties. Pendant une trêve, Simon se rendit en pèlerinage à Rome, où il rencontra Grégoire VII, qui lui donna l'absolution pour ses fautes et qui lui conseilla de défendre ses biens contre Philippe Ier. Lors de son retour en France, Simon fut placé par le pape sous l'autorité morale de Hugues de Semur, qui présidait l'ordre de Cluny, ce qui influença grandement son comportement ultérieur. À son retour, les hostilités reprennent, sans décider d'un vainqueur. Finalement, en 1076, les deux camps se concertent et une paix est signée en 1077, au terme de laquelle Simon, qui s'est brillamment défendu, conserve son héritage. Étant l'un des plus beaux partis de France, Simon est sollicité pour épouser une fille du comte de la Marche ou du duc de Normandie. Mais il refuse finalement de se marier, car il décide d'entrer dans les ordres. Comme l'avait indiqué le pape Grégoire VII,
il fait transférer la dépouille de son père Raoul IV de la ville de Montdidier à l'abbaye Saint-Arnoul, qui joua ultérieurement le rôle de nécropole des comtes de Crépy. L'exhumation du corps de Raoul IV donne lieu à un spectacle misérable qui conforte Simon dans sa décision du renoncement. Alors, début 1077, Simon fait don de l'abbaye Saint-Arnoul à l'ordre de Cluny, charge à Hugues de Semur de la réformer. Ce don est une innovation, car il marque le début de l'implantation des abbayes clunisiennes dans le nord de la France. Puis, Simon décide de se retirer du siècle et de mener une vie d'ascète dans le Jura, au monastère de Saint-Oyen, devenu Saint-Claude. Mais, ne trouvant pas une véritable sérénité et jugeant que la discipline n'était pas suffisamment respectée, il se retira près des sources du Doubs, dans un endroit plus isolé, à l'emplacement actuel du village de Mout, considéré comme le lieu le plus froid de France. En 1081, l'année précédant sa mort, Simon fit un pèlerinage en Terre Sainte, où il rencontra Hugues de Josaphat, un ancien moine de Saint-Arnoul, qui lui confia un certain nombre de reliques, dont un morceau de la vraie croix, un morceau du Saint-Sépulcre de Jésus-Christ et un morceau de la crèche où le Christ est né, qu'il devait remettre à l'abbaye Saint-Arnoul. La présence de ces objets à Crépy fut tracée jusqu'en 1793. Après son voyage au Moyen-Orient, Simon contracta une maladie dont il mourut au Vatican le 30 septembre 1082. Son corps fut déposé dans un tombeau, aujourd'hui perdu, du caveau des souverains pontifes. Ultérieurement, il fut béatifié. Il est connu sous le nom de Saint Simon de Crépy. Dès la reprise en main de l'abbaye par l'ordre de Cluny en 1077, Hugues de Semur fixa le nombre de professes à 28 et il changea le titre de l'abbé principal en prieur. En 1080, il nomma le moine Étienne comme premier prieur de l'abbaye Saint-Arnoul. Mais le passage à l'ordre de Cluny ne fut pas évident, car les moines bénédictins s'opposaient à l'application stricte des règles clunisiennes. C'est ainsi qu'en 1094, Hugues de Semur fit appel à Hugues le Grand, le frère du roi Philippe Ier, devenu comte de Crépy par son mariage avec Adèle, elle-même petite-fille du légendaire comte Raoul IV, pour l'aider à soumettre l'abbaye aux règles clunisiennes. En 1095, l'évêque de Senlis, dont le diocèse incluait l'abbaye Saint-Arnoul, reconnut dans une charte la primauté de l'ordre de Cluny dans la nomination du prieur. Avec l'aide d'Hugues le Grand, Étienne rétablit l'observance des règles clunisiennes et il remit en valeur le patrimoine de l'abbaye, entre autres en faisant construire les 2 tours clochers à l'extrémité est de la nef. Il fit également reconstruire le chevet de l'église et donc la crypte qui put ainsi accueillir les reliques rapportées d'Orient par Simon. Les religieux, considérant ce dernier comme le 2e fondateur de l'abbaye, lui consacrèrent un mausolée encore visible au XVIIIe siècle. Une image du mausolée, dessinée par Tavernier de Jonquière, montre Saint Simon agenouillé aux pieds du pape Grégoire VII, coiffé de la tiare et des ornements pontificaux. Comment l'abbaye Saint-Arnoul a-t-elle évolué entre l'époque de son intégration à l'ordre de Cluny en 1077 et la Révolution, époque où les abbés en furent chassés? Le nombre de moines d'une abbaye est en général un bon indicateur pour évaluer sa situation économique. La courbe de cet indicateur en fonction du temps fournit en effet une appréciation synthétique de la santé de l'abbaye. Le nombre de moines, différent selon les sources, nous avons tracé des courbes d'évolution dont les données sont issues des 4 sources principales utilisées pour élaborer le présent diaporama. Sur le graphique obtenu, on remarque immédiatement que les courbes présentent toutes une allure de S inversée qui partage clairement la période étudiée en 3 zones distinctes. Bien entendu, il existe une certaine dispersion entre les courbes qui dépendent à la fois des moments d'évaluation par les auteurs et des documents originaux qu'ils ont employés pour fournir l'information. Globalement, cette dispersion n'influe pas significativement sur la nature de nos conclusions. À gauche du graphique, nous distinguons une zone de croissance qui débute en 1077, date de l'intégration dans l'ordre de Cluny, et qui s'étend jusque vers 1320. On peut considérer que le nombre moyen de moines pour cette période est d'environ 31. Nous l'appellerons la zone de refondation et de développement de l'abbaye. Au centre du graphique se présente ensuite une zone à forte pente négative, comprise entre 1320 et 1500, où le nombre moyen de moines
se situe à 15 environ, avec un minimum de 5 moines en fin de période. Nous l'appellerons la zone de chute économique de l'abbaye. Enfin, à droite du graphique se situe une troisième zone où le nombre de moines évolue relativement peu autour d'un niveau moyen de 7 environ. Nous appellerons zone de subsistance cette période qui s'écoule entre 1500 et 1790. Il est intéressant de situer sur ce graphique les deux époques qui ont marqué la ville de Crépy-en-Valois et l'abbaye Saint-Arnoul, à savoir la guerre de 100 ans entre 1335 et 1453 et la période révolutionnaire entre 1789 et 1796. On remarque enfin que dès le début du XIXe siècle, la destruction de l'abbaye est entamée. Dans la suite, nous allons examiner successivement chacune des 3 périodes définies par le graphique, en passant en revue les ressources de l'abbaye, les dépenses et les audits conduits à partir de la fin du XIIIe siècle par des auditeurs appelés les définiteurs qui étaient mandatés par l'abbaye de Cluny pour contrôler aussi bien le respect des règles de l'ordre et le climat qui y régnait que la bonne gestion des biens de l'abbaye, l'entretien des locaux et leurs réfections éventuelles. Les procès-verbaux de visite des définiteurs constituent une bonne source d'information sur l'évolution des bâtiments de l'abbaye Saint-Arnoul. En 1077, date d'intégration de l'abbaye Saint-Arnoul dans l'ordre de Cluny, la ville de Crépy est à peine septuagénaire. Nous avons vu en effet que Gauthier le Blanc ordonna simultanément en 1008 la construction sur le perron rocheux de l'abbaye bénédictine Saint-Arnoul et celle du château des comtes de Crépy plus au sud. 1008 est ainsi considéré comme la date de fondation de la ville. Crépy-en-Valois connut dès le XIe siècle un développement démographique et économique considérable. La ville fut alors dotée d'une première enceinte pour inclure le bourg qui jouxtait, côté est, la zone réservée aux comtes et aux religieux. Pour répondre à la dynamique démographique, il fut construit une extension de cette muraille vers la fin du XIIe siècle. Or, l'ensemble des constructions importantes de la ville, châteaux comtal, abbayes et enceintes successives, avait attiré de nombreux corps de métier de tailleurs de pierre, de maçons, de compagnons étrangers à la région. C'est ainsi que le nom de Crépy se fit connaître au-delà du Valois. L'action des comtes de Crépy, en particulier celle de Raoul IV, par sa politique d'extension du comté, contribuait au renfort de cette notoriété. Mais les 2 facteurs principaux de la vivacité économique de Crépy furent apportés d'une part par les pèlerinages à l'abbaye Saint-Arnoul pour vénérer les reliques de Saint-Simon et d'autre part par l'influence de Philippe d'Alsace, comte du Valois, marié à Élisabeth, la comtesse de Crépy. Philippe d'Alsace détenait de son père une partie de l'Alsace et surtout la Flandre, qui connaissait elle-même, à cette époque, par son commerce avec l'Angleterre et l'Italie, un essor extraordinaire. L'instauration en 1137 par le comté de Champagne des foires de la ville de Troyes attira un très grand nombre de commerçants et d'artisans originaires du nord de l'Europe, de Flandre, d'Angleterre et ceux des villes de la Ligue hanséatique. Pour se rendre à Troyes, les visiteurs empruntaient des voies qui passaient à proximité de Crépy. La ville bénéficia ainsi de retombées économiques importantes. Si l'on ajoute la circulation de pèlerins qui se dirigeaient vers Saint-Jacques-de-Compostelle et qui s'arrêtaient temporairement dans la ville, on comprend aisément que Crépy atteignit son apogée vers la fin du XIIIe siècle. C'est donc dans un contexte d'euphorie économique que l'abbaye Saint-Arnoul évolua dans la majeure partie de la période que nous avons nommée refondation et développement. Examinons les ressources de l'abbaye. Comme nous l'avons vu, celle-ci fut richement dotée dès le départ par le comte Gauthier le Blanc, qui lui concéda ses droits fonciers sur la ville naissante de Crépy. Lors du passage à l'ordre de Cluny, en 1077, Raoul V de Crépy fit don de l'église de Bonneuil en Valois aux religieux, tandis que Simon de Crépy lui-même leur légua la terre de Bonneuil. Le même Raoul accorda en 1114 à l'abbaye 30 sols qu'il prélevait sur les recettes qu'il percevait de la circulation des marchandises passant par Crépy. À la même époque, un dénommé Richard fit don de toutes les terres qu'il possédait à Mermont, une commune limitrophe de Crépy. Au total, Saint-Arnoul posséda environ 360 hectares de terre vers le milieu du XIIe siècle, dont 250 hectares à Mermont.
En parallèle à ces biens fonciers, l'abbaye Saint-Arnoul était en possession de nombreux droits, comme le droit de dîme, les droits de justice à Crépy et à Auger-Saint-Vincent, le droit de strage versé lors de la vente des grains et le droit de mesurage, ainsi que de nombreux autres droits d'usage comme le droit de chauffage, des droits de pêche, etc. Par ailleurs, en 1102, le prieur Étienne introduisit une plus grande rigueur dans le suivi et l'encaissement des impayés sur les droits dus à l'abbaye. Il fit un procès qu'il gagna à l'encontre de serfs de Saint-Arnoul qui ne s'acquittaient plus de leur redevance, à savoir le chevage, une taxe uniquement payée par les serfs en tant que telle, la main morte qui interdisait la transmission des biens des serfs lors d'une succession, mais qui se transformait souvent en taxe à acquitter, et le fort mariage, qui était une taxe due par les serfs en cas de mariage avec un serf d'un autre seigneur. Vers le milieu du XIIe siècle, la ville de Crépy créa un marché dont l'abbaye Saint-Arnoul perçut, à partir de 1169, le droit de ton-lieu, qui accordait les droits de place pour les vendeurs. En outre, l'abbaye Saint-Arnoul recevait un droit de patronage dû par chacun des 4 prieurés de moindre importance qui lui étaient rattachés. Sans établir une liste exhaustive des recettes perçues par l'abbaye, il résulte de la description précédente que l'abbaye était suffisamment riche pour supporter sans problème majeur un effectif de plus de 30 moines et effectuer les travaux nécessaires à son entretien sans délai. Mais, vers la fin du XIIIe siècle, l'abbaye Saint-Arnoul, comme la ville de Crépy, furent affectées par une baisse d'activité économique notable. Les foires de Champagne connurent en effet le déclin, car de nouvelles routes ne passant pas par Troyes furent construites entre le nord et le sud de l'Europe. Les voies maritimes entre l'Italie et la Flandre, assurant une plus grande sécurité du commerce, et une réduction du coût des transports furent développées. De plus, la ferveur qui animait les pèlerinages à l'abbaye Saint-Arnoul ou à Saint-Jacques-de-Compostelle diminua également d'intensité. Comme nous allons le voir, les constructions et l'entretien des bâtiments de l'abbaye Saint-Arnoul se prolongèrent néanmoins au début du XIVe siècle sans problème majeur, les réserves financières de l'abbaye étant largement fournies. Dès 1080, un poste important des dépenses de l'abbaye fut constitué par la construction et l'entretien des bâtiments. Le prieur Étienne fit en effet rénover un certain nombre de bâtiments non précisés et il créa la chapelle Sainte-Marguerite. Aidé par Hugues le Grand, Étienne fit construire la crypte dont on voit la colonnade ouest encore aujourd'hui, ainsi que les 2 tours clochers à l'extrémité est de la nef de l'église priorale. En 1103, une translation des reliques de Saint-Arnoul dans une nouvelle châsse eut lieu. Il est fort probable que celles-ci furent déposées dans la crypte qui était alors soit achevée, soit en état de les recevoir. Ensuite, dans la plus grande partie du XIIe siècle, les travaux se cantonnèrent en grande partie à l'entretien des bâtiments. En 1154, le prieur général de l'ordre de Cluny, Pierre le Vénérable, pouvait ainsi présenter l'abbaye Saint-Arnoul comme finie depuis longtemps. On peut noter cependant que, selon Carlier, en 1170, le prieur Thibaut fit reconstruire le réfectoire et qu'en 1187, Éléonore, la fille de Philippe d'Alsace et dernière héritière des comtes de Crépy, fit procéder à des travaux d'embellissement de l'église priorale. En revanche, au XIIIe siècle, entre 1252 et 1264, eut lieu une campagne de construction notable. Selon Carlier, le prieur Nicolas entreprit une vaste campagne de construction qui concerna l'église de l'abbaye. Il fit exaucer d'un étage les murs de la nef et du chœur, et il fit aussi distribuer sur la longueur de ces murs des croisées garnies de vitraux qui donnent à présent un jour suffisant à la nef et au chœur. Puis il renouvela le cloître tel qu'on le voit. Il est probable qu'il faille également attribuer à cette campagne de construction la grande rose et les tours en encorbellement de la façade occidentale de l'église. Au début du XIVe siècle, les rapports des contrôleurs de Cluny, les définiteurs, indiquent qu'entre 1296 et 1323, les édifices de l'abbaye sont en bon état et bien maintenus. En 1318, les visiteurs relèvent que si des réparations sont nécessaires, elles sont effectuées le jour même. La période de refondation et de développement fut sans aucun doute la période la plus prospère dans la vie de l'abbaye Saint-Arnoul. Au début du XIVe siècle, la nature et l'origine des dons prodigués à l'abbaye sont changées. Les bourgeois de Crépy, enrichis par la prospérité du commerce de la ville, ont remplacé la noblesse
qui commence à connaître quelques difficultés financières. Les dons se présentent souvent sous forme de liquide et quelquefois sous forme de biens immobiliers ou fonciers. Ceux-ci sont moins importants que ceux que les seigneurs effectuaient auparavant. Ils peuvent être une maison qui venait s'additionner aux rentes déjà reçues de 160 maisons, dont 110 dans la ville même de Crépy. Mais, vers 1350, les frais d'exploitation domaniaux devinrent supérieurs aux recettes que ces domaines rapportaient. Pour assurer des revenus constants, les moines utilisèrent le système du fermage. La guerre de Cent Ans, qui venait de débuter, provoqua néanmoins une baisse de revenus de l'abbaye suite à la destruction des moyens de production qui affectaient à la fois les exploitations directes et celles baillées en fermage. La guerre et les sièges subis par la ville de Crépy vinrent aggraver la situation. Le nombre de moines de l'abbaye fut donc réduit considérablement dans cette période de chute économique. Vers 1371, un timide redressement économique eut lieu. La foire de Crépy, déplacée en octobre, reprit car la paix revenait peu à peu, le nouveau roi de France Charles V ayant réussi à prendre un avantage temporaire face aux Anglais. En 1374, les revenus de l'abbaye avaient diminué des 2/3. Le prieur Josserand demanda l'arbitrage du pape Grégoire XI car l'abbaye ne pouvait plus payer la redevance annuelle de 200 livres à l'ordre de Cluny. Le XVe siècle fut très difficile pour l'abbaye Saint-Arnoul. En effet, Crépy fut mise à sac par les Anglais et les troupes de Villiers de l'Isle-Adam qui, selon Carlier, auraient incendié en 1434 l'église de l'abbaye. Cet incendie aurait provoqué la destruction de son chevet qui ne fut plus jamais reconstruit. Or, les rapports de visite des définiteurs, à partir de 1437, ne font jamais allusion à l'incendie de l'église. Selon eux, la ruine de l'édifice proviendrait en réalité de la mauvaise gestion des prieurs de l'époque. Le prieur Jean Poulmard fit démonter certaines parties de l'église dont il vendit les tuiles et dont il utilisa les poutres comme bois de chauffage. De mauvaise vie, ce prieur fut excommunié. Après une remise en ordre par les prieurs des abbayes de Lompont et d'Ancre, mandatés par Cluny, un prieur, Guillaume de Chézy, entre 1458 et 1468, géra également l'abbaye de façon catastrophique, car il ne fit procéder à aucun entretien ni aucune réparation, au point que l'église, le cloître et en particulier le chevet en furent gravement ruinés, et que l'office divin fut célébré dans une petite chapelle de la Vierge jouxtant le mur de la nef de l'abbaye. Près de 1000 livres tournois durent être consacrés aux réparations d'urgence. La gestion de l'abbaye fut alors confiée à des prieurs commendataires qui s'occupèrent plus des revenus temporels que de l'aspect spirituel de la vie des religieux. À la fin de cette période de chute économique, il ne restait que 5 moines dans l'abbaye. Au XIVe siècle, les bâtiments firent l'objet de nombreuses réparations, malgré les hostilités entre Anglais et Français. Dès 1330, les rapports établis par les définiteurs insistent en effet sur la nécessité d'effectuer des réparations dans les bâtiments conventuels. En 1334, l'infirmerie subit des travaux qui concernent en particulier ses ouvertures. L'année suivante, en 1335, les définiteurs reconnaissent que ces premiers travaux sont acceptables, mais insuffisants. En 1336, ils précisent que les réparations des bâtiments claustraux doivent être poursuivies. En 1342, les travaux d'entretien concernent des bâtiments non précisés, mais dont on sait que ceux du cloître étaient en cours 3 ans plus tard. En 1345, les définiteurs indiquent que la partie du mur nord de l'église, mitoyenne avec les bâtiments conventuels, qui étaient en mauvais état, est en cours de réparation et que les murs s'élèvent déjà à mi-hauteur. Ces travaux concernent uniquement les 3 premières travées de la partie occidentale de la nef. La partie orientale du mur nord avait de son côté été précédemment modifiée, sans doute suite au programme d'aménagement du mur lancé par le prieur Nicolas Ier à la fin du XIIIe siècle. Les chapiteaux des colonnes engagées du mur nord en témoignent puisqu'ils comportent de nombreuses décorations à l'est alors qu'ils sont très simples côté ouest. Dans le même rapport rédigé par les définiteurs, une allusion à des travaux en cours concernant des chapelles peut laisser supposer que le chevet de la fin du XIe siècle a probablement été remanié. Tous ces travaux de réparation furent sans doute achevés vers 1357. À la charnière des XIVe et XVe siècles, entre 1391 et 1410, on apprend que quelques réparations supplémentaires ont été effectuées sur les bâtiments. Le XVe siècle, comme nous l'avons déjà vu,
et catastrophique pour les bâtiments de l'abbaye. Non seulement leur état fut affecté par la gestion calamiteuse des deux prieurs, mais aussi par les faits de guerre des Anglais et de leurs alliés en France. En 1437, le rapport des définiteurs confirme que le chœur, le chevet et la chapelle Sainte-Marguerite, nécropole des comtes de Crépy, sont complètement détruits. En 1449, les définiteurs constatent que le dortoir et la chambre du prieur, ainsi que la chapelle de la Vierge, sont dans un état acceptable, mais que l'église et le cloître sont sur le point de tomber en ruine. Cette situation perdura jusqu'à la fin du XVe siècle. À la fin du XVe siècle, Charles VIII autorisa la ville de Crépy à tenir 2 foires par an pour tenter une relance du commerce local. Mais cette disposition fut presque sans effet, car Crépy se situait à l'écart de nouvelles grandes voies de circulation en France. Celles-ci étaient maintenant orientées nord-sud. De Paris, ces voies passaient plus à l'ouest, par Senlis, Creil et Compiègne. La route Flandre-Champagne était quasi abandonnée. La ville se replia sur elle-même, et elle se transforma graduellement en une ville administrative capitale du Valois. De nombreux magistrats, hommes de loi et auxiliaires de justice s'installèrent à Crépy. Le commerce, issu d'activités artisanales, était réduit presque à néant. Crépy ne connaîtra plus jamais de situation économique aussi florissante qu'au XIIIe siècle. L'abbaye Saint-Arnoul, comme la plupart des autres abbayes en France, entrait dans une période de précarité économique permanente que nous avons nommée la période de subsistance. Puis, le XVIe siècle fut celui des guerres de religion. Crépy en souffrit car la ville fut assiégée 4 fois et passa plusieurs fois entre les mains des ligueurs et des royalistes. Ce contexte aggravait la situation de l'abbaye Saint-Arnoul qui vit ses revenus diminuer à nouveau. En outre, les moines durent mener un long combat interne contre leur prieur commandataire qui ne consacrait pas suffisamment d'argent à l'abbaye. Vers 1570, ils assignèrent leurs prieurs afin d'obtenir des revenus suffisants pour assurer leur propre subsistance et ils lancèrent une seconde procédure pour les obliger à effectuer l'entretien des bâtiments. Les procédures entre moines et commandataires se multiplièrent. En 1662, Claude de Boileau, l'évêque d'Avranches, fut condamné à payer 1000 livres pour entreprendre des réparations urgentes. Crépy conservait néanmoins une ressource très importante, le blé régional, d'excellente réputation qui assurait non seulement les besoins de la ville, mais aussi, avec la Beauce, les besoins de Paris. Mais les droits de strage et de mesurage de l'abbaye Saint-Arnoul, qui étaient prohibitifs, empêchaient le développement commercial de Crépy. En 1666, les moines firent opposition à un arrêté du Grand Conseil qui interdisait de prélever des droits sur le blé vendu à Crépy. Les moines sortirent vainqueurs de la procédure et ils conservèrent leurs privilèges au détriment du commerce de la ville qui continuait son repli. Au XVIIIe siècle, cette situation perdurant toujours, les agriculteurs préférèrent vendre leur blé sur le marché de Nanteuil-le-Haudouin où les prélèvements fiscaux étaient moins importants et qu'ils étaient payés en argent. Finalement, en 1756, le droit de strage passa dans l'apanage du duc d'Orléans et le taux de prélèvement était réduit. À cette époque, l'abbaye Saint-Arnoul faisait face à une situation économique de plus en plus précaire. Mais pour combien de temps encore ? De la fin du XVe siècle au milieu du XVIe siècle prend place une longue période de réparation et d'embellissement des bâtiments. Au XVIe siècle, le prieur commandataire Guillaume Duprat fait construire des stalles pour le chœur et offre un lutrin en forme d'aigle. À cette époque, la maison Corandon, nouveau logement pour le prieur, est construite au sud-ouest de l'abbaye. En 1553, les définiteurs signalent que le prieuré a été rénové, mais nous ignorons l'étendue exacte de ces opérations. En 1561, le prieur Jean de Naël fait consolider l'un des 2 clochers de l'église pour y installer une nouvelle cloche. C'est probablement à cette occasion qu'un mur fut bâti entre les 2 clochers, clôturant enfin la nef sur son côté est, le chevet n'étant pas, quant à lui, reconstruit. Un dessin de Tavernier de Joncaire, datant du XIXe siècle, le confirme, tout en montrant également un bâtiment carré en lieu et place du chevet. Au début du XVIIe siècle, des fenêtres de la chapelle Saint-Étienne sont transformées. En 1637, les 2 clochers de l'église, ainsi que la façade occidentale,
avec la Grande Rose et ses tourelles en encorbellement, sont rénovées. En 1667, la chapelle de la Vierge est surmontée de 2 étages de dortoirs, alors qu'elle menaçait de s'effondrer en raison de l'humidité qu'elle entretenait avec les maçonneries connexes. La même année, la chapelle Sainte-Marguerite est démolie. En 1668, un grand escalier d'accès au dortoir fut construit. En 1684, le pignon occidental et les lambris de l'église priorale sont rénovés. Au début du XVIIIe siècle, les vitraux et la couverture de la nef sont restaurés. En 1720, il fut décidé de mettre à bas la chapelle de la Vierge. En 1723, une campagne importante de travaux est lancée par le prieur Jean Poncet. Le portail de la façade occidentale, avec ses entablements et ses jambages, est complètement restauré. En parallèle, le pavage de l'église, ruiné depuis 25 ans, est refait. Un mur de la chapelle Sainte-Marguerite est reconstruit et la voûte de la chapelle Saint-Sébastien est restaurée. Il faut noter au passage qu'à l'exception de la chapelle de la Vierge, aucune autre chapelle de l'abbaye n'a pu être localisée avec certitude, même après les campagnes de fouilles archéologiques modernes que nous évoquerons ultérieurement. Divers autres travaux sont menés sur l'ensemble des bâtiments conventuels. En 1743, on peut estimer que le couvent se présente comme refait à neuf et montre une belle apparence architecturale. Mais au milieu du XVIIIe siècle, de grands travaux sont engagés. L'aile nord des bâtiments claustraux est démolie, tandis que son aile est est transformée en institut d'éducation pour garçons, ce qui lui permettra de passer au travers des destructions révolutionnaires. En 1759, les baies clôturant les galeries du cloître visibles actuellement sont construites. La même année, une nouvelle maison pour le prieur est bâtie sur une partie de l'espace occupé par l'ouest des bâtiments conventuels. Le portail, actuellement visible depuis la place Corendon, est bâti à cette occasion. Peu avant la Révolution, en 1778, un des clochers menaçait de s'effondrer. Comme nous venons de le décrire, le nombre de modifications et de rénovations des bâtiments effectués pendant la période de subsistance est étonnamment important. Ceci témoigne de l'abnégation des moines pour faire survivre l'abbaye Saint-Arnoul, malgré les nombreuses difficultés qu'ils rencontrèrent, qu'elles soient d'ordre économique ou d'ordre judiciaire. La conservation de leurs privilèges, comme le droit de strage sur le commerce du blé, aida grandement les bénédictins jusqu'en 1756. La perte de ce droit et le faible dynamisme commercial de la ville de Crépy à la même époque conduisit rapidement les religieux à opter pour la destruction de certaines parties de l'abbaye, qui s'annonça comme un prélude aux destructions révolutionnaires et à la fermeture de l'établissement. Le 3 mai 1790, les officiers révolutionnaires se présentent en effet à l'abbaye Saint-Arnoul, où ils trouvent 9 moines. De 1791 à 1792, un inventaire des biens immobiliers est dressé qui indique que la bibliothèque contenait environ 3000 volumes, avec un exemplaire de la Bible manuscrite sur vélin et un buste d'argent refermant les reliques de Saint-Simon de Crépy et une croix de vermeil contenant les morceaux de la vraie croix. Selon Éliane Vergnol et Armand Petit, la croix en vermeil disparut en 1794. Un morceau de cette relique fut recueilli par l'un des moines encore présents dans l'abbaye et en 1818, elle fut transférée dans un nouveau reliquaire à l'église de Morienval. D'autres objets du culte, des cloches et des objets d'usage courant, furent également listés dans cet inventaire. L'année 1797 marque la fin de l'existence de l'abbaye Saint-Arnoul, vieille de 8 siècles. Les moines sont renvoyés et l'abbaye est vendue comme bien national en 2 lots aux sieurs Gatté et Maurice. Le premier lot, qui comprenait les bâtiments conventuels, fut racheté 3 ans plus tard par l'abbé Alizé, alias Loranger, qui transforma le bâtiment oriental en pensionnat pour garçons. Ce pensionnat passa dans les mains de plusieurs propriétaires jusqu'en 1882. Certains auteurs indiquent que la fonction de pensionnat perdura jusqu'en 1940. La maison Corendon et la maison du prieur, bâties en 1759, devinrent des habitations privées. Elles le sont restées jusqu'à présent. Du reste du premier lot, il ne subsiste aujourd'hui que l'aile est du cloître qui comprend la salle capitulaire du XIIIe siècle et les 2 salles contiguës faisant office de parloir et de chauffoir. Le second lot comprenait principalement l'église priorale qui fut livrée aux démolisseurs dès le début du XIXe siècle. De cette église, il ne reste aujourd'hui que le mur nord de la nef et à l'est quelques piles et les fondations des clochers,
ainsi que la colonnade de la crypte de la fin du XIe siècle. L'espace dégagé par les démolitions de l'église fut ultérieurement transformé en une ferme, comportant une grange et une maison d'habitation. Cette ferme fut détruite en 1964.